Va en maison de retraite ou dors dans le jardin. À toi de choisir. Mon fils prononça ces mots sans ciller. Moi, Jacques Dubois, à mes 66 ans, après avoir tout donné pour ce garçon, je compris à cet instant que le fils que j'avais élevé n'existait plus. Antoine avait les bras croisés, la mâchoire crispée, et derrière lui se tenait Mélanie, ma belle-fille, avec ce sourire à peine perceptible qu'elle arborait toujours quand elle obtenait ce qu'elle voulait. Je sortis mon téléphone. Mes mains ne tremblaient pas. Je composais un numéro enregistré depuis des mois. L'appel sonna 2 fois. Bonsoir, c'est Jacques Dubois. J'ai besoin que vous veniez à cette adresse maintenant. Je raccrochai. Tu as appelé qui, papa demanda Antoine, nerveux. Je ne répondis pas. Je m'assis dans le vieux fauteuil et attendis. 30 minutes. Antoine faisait les 100 pas. Mélanie consultait son téléphone en me lançant des regards en coin. Quand la sonnette retentit, Antoine ouvrit la porte. Je vis la couleur quitter son visage. Je vis ses yeux s'écarquiller. Je vis la panique. Papa, s'il te plaît, ne fais pas ça. Mais c'était trop tard. Ce qu'Antoine ignorait, c'est que je n'étais pas le vieil homme inutile qu'il croyait. J'avais travaillé toute ma vie, construit quelque chose, gardé des secrets, fait des sacrifices qu'il n'imaginerait jamais. Cet appel n'était pas un acte de désespoir, c'était un acte de justice. Ce soir-là, mon fils ne savait pas qu'il était sur le point de tout perdre. La personne qui franchissait cette porte avait le pouvoir de démolir l'empire de mensonges que Mélanie avait construit. Dans 1 heure, il serait à genoux à me supplier. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois raconter notre histoire depuis le début. Comment le garçon que j'ai élevé s'est transformé en l'homme qui m'a dit de dormir dans le jardin. Parce que cette nuit n'a pas commencé par un ultimatum. Ça a commencé il y a des années, avec un père qui aimait trop et un fils qui a oublié d'où il venait. J'ai rencontré Claire dans une usine textile de Rouen. J'avais 23 ans, je travaillais en double équipe pour payer mes études du soir. Elle était la plus belle fille que j'ai jamais vue. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Nous n'avions pas d'argent pour de grands luxes, mais nous avions des rêves. Quand Antoine est né 3 ans après, le monde eut enfin un sens. Claire est morte quand Antoine avait 12 ans. Cancer du pancréas. 4 mois entre le diagnostic et la fin. Mais il y avait un enfant qui avait besoin de moi. Alors j'ai continué. J'ai travaillé. Mon Dieu, comme j'ai travaillé. Comptable le jour, je tenais la comptabilité de petites entreprises le soir et les week-ends. Chaque euro allait pour l'éducation d'Antoine, ses livres, ses vêtements. Antoine était un bon garçon, studieux, affectueux. Merci papa, pour tout ce que tu fais pour moi, me disait-il chaque soir. Ces mots faisaient que chaque sacrifice en valait la peine. Je l'ai aidé à entrer à l'université, administration des entreprises. Le jour de sa remise de diplôme, je lui ai offert la montre de mon père. Pour que tu n'oublies jamais la valeur du temps et du travail. Il a décroché un bon emploi en marketing. Moi, retraité, je vivais avec une pension modeste dans mon petit appartement payé. Puis il a rencontré Mélanie. Elle venait d'une famille aisée. Ça se voyait à sa manière de parler, de s'habiller, de regarder tout avec une supériorité déguisée en élégance. Mais Antoine était amoureux. Ils se sont mariés 2 ans plus tard. J'ai payé une grande partie du mariage avec mes économies. C'était mon fils unique, ma seule famille. Les premiers mois furent bons. Mais les choses ont changé quand ils ont acheté une grande maison dans un quartier résidentiel, bien au-delà de leurs moyens. Les parents de Mélanie avaient donné l'apport. Ils se noyaient dans les dettes pour maintenir les apparences. Ce fut Mélanie qui suggéra que j'emménage avec eux. Jacques est seul dans ce vieil appartement. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous? Nous avons largement la place. J'ai hésité. Quelque chose m'avertissait que c'était une erreur. Mais la solitude pesait. J'ai accepté. Ce que j'ignorais, c'est que Mélanie ne me voulait pas là par bonté. Elle me voulait là pour ma pension. Et pour quelque chose d'autre. Quelque chose qui ferait d'elle mon pire cauchemar. Les 3 premiers mois furent tolérables. J'avais ma chambre. Je contribuais aux dépenses. J'essayais d'être invisible. Mais Mélanie avait un talent pour me faire sentir comme un intrus. Jacques, tu ne devrais pas manger moins de sel, à ton âge. Encore la télé dans le salon? On voulait regarder un film. Tu as laissé ta tasse dans l'évier. Je viens de nettoyer.
Chaque phrase était un petit coup de poignard. Et Antoine ne voyait rien. Un jour, mon ami Robert est venu. Mélanie l'a accueilli avec un sourire glacial. Jacques se repose. Vous pourriez vous voir un autre jour? J'étais dans ma chambre, éveillé, en train de lire. Je ne suis pas sorti. Robert a cessé de venir. Puis mes médicaments ont disparu. Tu es sûr de ne pas les avoir perdus? Parfois, à un certain âge, la mémoire faiblit. La mémoire devint son arme favorite. Jacques, tu as oublié qu'on avait prévu de manger plus tard. Je t'ai dit hier de ne pas amener tes amis. Ta mémoire te fait défaut. Antoine a commencé à me regarder avec pitié, comme si je perdais la tête. 6 mois après mon emménagement, j'ai découvert la vraie raison. Je suis rentré tôt et j'ai entendu des voix dans le bureau d'Antoine. On doit 3 mois d'hypothèque. 3 mois. La banque a envoyé le dernier avertissement. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon salaire ne suffit pas. Tes parents ne veulent plus nous prêter. Il y a une solution. Ton père a cet appartement. S'il le met à ton nom, on pourrait l'hypothéquer. Non, je ne vais pas lui demander ça. On va perdre cette maison. On va retourner vivre dans un appartement minable. Mon père a travaillé toute sa vie pour cet appartement. C'est sa sécurité. Ton père est vieux. Pourquoi aurait-il besoin d'un appartement? Il vit déjà ici. Avec sa pension qui ne suffit à rien, il devrait être reconnaissant. Mon appartement. Où Claire et moi avions vécu. Où nous avions élevé Antoine. C'est ce qu'il voulait. Un actif à liquider. Ce soir-là, pendant le dîner, Antoine me parla. Papa, c'est au sujet de ton appartement. Non. Quoi que tu t'apprêtes à me demander, la réponse est non. Tu as entendu ça, Antoine? Il ne veut même pas aider sa propre famille. Tout le monde traverse des périodes difficiles. Je n'ai jamais demandé à personne de résoudre mes problèmes. Tu vis gratuitement dans notre maison? Je paie ma part. Et si c'est un fardeau, je peux partir. Personne ne veut que tu partes, dit Antoine. Mais le regard de Mélanie disait le contraire. À partir de cette nuit, la maison devint un champ de bataille. Les repas étaient servis quand je n'étais pas là. Les courses oubliaient mes affaires. Mon linge restait froissé. Antoine choisissait sa femme plutôt que son père. Chaque jour, il ressemblait moins à l'enfant que j'avais élevé. Jusqu'à cette nuit-là. La nuit de l'ultimatum. La nuit où Antoine franchit la ligne. Tout a explosé un mardi après-midi. Quand je suis rentré de la banque, Antoine et Mélanie m'attendaient avec une pile de papier. « Papa, assieds-toi. Il faut qu'on parle. » Je m'assis dans le fauteuil, le seul meuble qui me donnait encore l'impression d'avoir ma place. Mélanie alla droit au but. « Jacques, ça ne fonctionne pas. Ta présence crée des tensions dans notre mariage. » « Antoine, c'est vraiment ce que tu ressens ?» Il leva les yeux, fatigué, rempli de ressentiment. « Papa, c'est compliqué. On a besoin d'espace, d'intimité. C'est aussi ma maison, je paie ma part. » « Il ne s'agit pas d'argent, » explosa Mélanie. « Chaque dîner romantique, tu es là. Chaque film, tu es là. Mes parents viennent et je dois expliquer pourquoi il y a un vieillard qui vit avec nous comme dans une maison de retraite. » Vieillard, maison de retraite. Les mots restèrent suspendus comme des couteaux. « Mélanie ?» La voix d'Antoine était faible, sans conviction. « Non, ça suffit. Ça fait des mois qu'on en parle. Jusqu'à quand? Je peux retourner dans mon appartement. » « Ah oui, ton précieux appartement. » Mélanie rit amèrement. « Celui qui pourrait résoudre nos problèmes, mais que tu laisses vide pendant qu'on se noie dans les dettes. » « Des problèmes? Antoine, c'est ton père. La famille s'entraide. Il a vécu ici, mangé ta nourriture, et maintenant, il refuse de mettre ce foutu appartement à ton nom pour nous sauver. Ça suffit !» je criais. « Cet appartement, c'est là où j'ai vécu avec Claire, où on a élevé Antoine. C'est mon foyer. » « Ton foyer est ici, » dit Antoine sans force. « Un endroit où on me cache, où on m'appelle vieillard ?» Mélanie me fixa avec haine. « Tu as raison, ce n'est pas ton foyer. Il est temps que tu en trouves un qui le soit. »« Non, Antoine, c'est terminé. Soit il s'en va, soit c'est moi. À toi de choisir. » Le silence fut assourdissant. Je regardais mon fils, l'enfant que j'avais porté, l'adolescent que j'avais consolé, le jeune homme pour qui j'avais tout sacrifié. J'attendis qu'il me défende. Mais Antoine regarda le sol. « Papa, peut-être que Mélanie a raison.
Peut-être qu'il vaudrait mieux que tu cherches un autre endroit. Je sentis un coup dans la poitrine. Il y a de bonnes maisons de retraite, Jacques. Des gens de ton âge, des infirmières, des activités. Je ne vais pas en maison de retraite. Alors débrouille-toi seul. Ici, tu ne peux plus rester. D'accord, je partirai demain. Feu, non! Aujourd'hui. Antoine me regarda dans les yeux. Papa, elle a raison. Il vaut mieux que tu partes aujourd'hui. Où? Il est 18 heures. Antoine haussa les épaules. Cette indifférence brisa quelque chose en moi. Tu peux aller à l'hôtel, appeler un ami. Mélanie fit une pause. Ou dormir dans le jardin. À toi de choisir. Elle rit. Antoine ne dit rien. Mélanie se leva et marcha vers moi. Va en maison de retraite ou dors dans le jardin. Décide. Antoine acquiesça. Je sortis mon téléphone. Et tout changea. Quand Antoine ouvrit la porte et que je vis son visage pâlir, je sus que le moment était arrivé. Sur le seuil se tenait maître François Mercier, mon avocat depuis 15 ans. Un homme grand, en costume impeccable, avec une mallette en cuir dans une main et un épais dossier dans l'autre. « Bonsoir », dit-il d'une voix professionnelle. « Je suis maître Mercier. Monsieur Jacques Dubois m'a demandé de venir témoigner et documenter certaines procédures. » Des procédures? La voix d'Antoine n'était plus qu'un fil. « Papa, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je me levai du fauteuil avec toute la dignité que je pus rassembler. Chaque fibre de mon être voulait crier, voulait pleurer, mais je gardais mon sang-froid. « Antoine, Mélanie, je vous présente Maître Mercier. Il est ici pour m'aider avec certaines affaires juridiques que je dois régler ce soir. » Mélanie s'était levée également, le visage tordu entre confusion et alarme. « Des affaires juridiques? De quoi tu parles ?» L'avocat entra dans le salon sans attendre d'invitation. Il posa sa mallette sur la table basse, juste où, quelques minutes auparavant, se trouvaient les papiers avec lesquels il comptait me faire pression, et l'ouvrit avec des mouvements précis. « Monsieur Dubois, » dit-il en s'adressant à moi, « êtes-vous certain de vouloir procéder ?»« Absolument certain. »« Papa !» Antoine réagit enfin en marchant vers moi, les mains tendues. « Ah, papa, s'il te plaît, ne fais rien de précipité. On parlait sous le coup de l'énervement. Personne ne veut vraiment que tu partes. »« Ah non ?» Ma voix était calme, mais il y avait de l'acier dedans. « Parce qu'il y a 5 minutes, ta femme me donnait le choix entre une maison de retraite ou le jardin. Et toi, mon fils, tu n'as absolument rien dit pour me défendre. Ce n'était pas mon intention. » Antoine se passa les mains dans les cheveux, désespéré. « Mélanie, dis quelque chose, dis-lui qu'on ne parlait pas sérieusement. » Mais Mélanie regardait l'avocat avec des yeux calculateurs. « Attends, » dit-elle lentement. « C'est à propos de l'appartement, c'est ça? Tu vas le vendre pour qu'on ne puisse pas… » « Non, » l'interrompis-je. « Je ne vais pas vendre l'appartement. » Je vis du soulagement sur son visage pendant une seconde. Je vais faire quelque chose de bien mieux. Maître Mercier sortit plusieurs documents du dossier et les étala sur la table. Monsieur Antoine Dubois, Madame Mélanie Renard-Dubois. Voici des documents qui certifient plusieurs choses. Premièrement, une déclaration sous serment signée par Monsieur Jacques Dubois concernant les événements de ce soir, incluant les menaces verbales et la tentative de coercition pour qu'il transfère sa propriété. « De la coercition !» cria Mélanie. « Personne ne l'a menacé. Vous lui avez donné le choix entre une maison de retraite ou dormir dans le jardin, dit l'avocat sans s'énerver, en présence de témoins. Cela constitue de la maltraitance et une pression psychologique envers une personne âgée vulnérable. C'est un délit en France, madame. Mélanie resta muette. Deuxièmement, continua l'avocat, voici un document que M. Dubois a signé il y a 6 mois, quand il a emménagé dans cette maison. Un document que vous lui avez demandé de signer, où il cédait soi-disant volontairement ses droits sur sa pension pour contribuer aux dépenses du foyer. Antoine pâlit encore davantage. « Papa, ce document était juste, c'était pour mieux s'organiser. C'était pour avoir un contrôle légal sur mon argent, dis-je, et je l'ai signé parce que j'avais confiance en toi. Mais Maître Mercier m'a conseillé d'en faire une copie certifiée. Il m'a aussi conseillé d'enregistrer cette conversation. Je sortis mon téléphone de ma poche et le levai. Tout ce que vous avez dit ce soir, chaque mot, chaque menace, a été enregistré. Le silence était absolu.
Papa, s'il te plaît. Antoine avait des larmes dans les yeux maintenant. S'il te plaît, ne fais pas ça. On est une famille. On peut... on peut arranger les choses. J'ai mal parlé. Mélanie a mal parlé. Mais on ne voulait pas. Vous ne vouliez pas quoi, Antoine? Ma voix se brisa pour la première fois. Vous ne vouliez pas m'humilier? Vous ne vouliez pas mon appartement? Vous ne vouliez pas vous débarrasser de moi? Parce que c'est exactement ce que vous avez fait. Mélanie, retrouvant un peu de son sang-froid, attaqua. C'est ridicule. Tu peux avoir tous les enregistrements que tu veux. Personne ne va croire qu'on t'a maltraité. Tu vis dans notre maison. Tu manges notre nourriture. Madame, Maître Mercier l'interrompit froidement. Monsieur Dubois a payé religieusement sa part des dépenses. J'ai ici tous les justificatifs. De plus, j'ai des témoignages de voisins qui ont été témoins de ces sorties en promenade, qui étaient en réalité pour échapper à l'atmosphère hostile de cette maison. Des mensonges, siffla Mélanie. Mais il y avait de la peur dans ses yeux maintenant. Et il y a plus, continuai-je. Maître, montrez-leur l'autre document. Mercier sortit un papier officiel avec des cachets et des signatures. Voici le testament actualisé de Monsieur Jacques Dubois, signé il y a 3 mois devant notaire. Dans celui-ci, Antoine Dubois est spécifiquement exclu en tant qu'héritier de tout bien, propriété ou actif. Antoine vacilla comme s'il avait reçu un coup physique. « Non, papa, non. Je pensais que je n'aurais jamais à en arriver là, » dis-je, et maintenant les larmes coulaient librement sur mon visage. Je pensais que le fils que j'ai élevé, le fils pour qui j'ai tout sacrifié, ne me traiterait jamais ainsi. Mais je me suis trompé. Papa, s'il te plaît, Antoine tomba à genoux. S'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai été un idiot complet. Mais tu es mon père. Tu es tout ce que j'ai. Moi aussi, je pensais que tu étais tout ce que j'avais, dis-je doucement, jusqu'à ce que tu me prouves le contraire. Mélanie, voyant que les choses s'effondraient, tenta une dernière attaque. Et qu'est-ce que tu vas faire, Jacques? Nous dénoncer? Nous mettre en prison? Tu es un vieil homme sans personne d'autre au monde. Tu as besoin de nous. Je souris. Ce fut un sourire triste, mais qui avait aussi quelque chose de victorieux. C'est là que tu te trompes, Mélanie. Je n'ai pas besoin de vous. Et je suis sur le point de vous le prouver. Maître, dis-je en me tournant vers Mercier. Appelez le deuxième contact, s'il vous plaît. Mercier acquiesça et composa un numéro sur son portable. Vous pouvez venir, dit-il simplement, et il raccrocha. Antoine me regardait depuis le sol, le visage ravagé par les larmes. Papa, papa, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tout. Je voulus le prendre dans mes bras. Je voulus lui dire que tout irait bien. Je voulus être le père que j'avais toujours été. Mais quelque chose en moi savait que je devais d'abord en finir avec ça. Parce que ce qui était sur le point d'être révélé allait tout changer à jamais. La porte sonna à nouveau. Cette fois, Antoine ne bougea pas du sol. Mélanie était paralysée près du canapé, les mains serrées en poing le long de son corps. Maître Mercier ouvrit la porte et elle entra. Quand Antoine leva les yeux et la vit, son visage passa du désespoir à la confusion totale. Tante Lucille? Lucille Moreau, la sœur cadette de ma défunte femme Claire, entra dans le salon avec la même élégance qui l'avait toujours caractérisée. À ses 58 ans, c'était une femme accomplie, directrice d'une fondation d'aide aux personnes âgées à Paris. Nous ne l'avions pas vue depuis près de 3 ans, depuis que Mélanie avait oublié de l'inviter au mariage. « Bonjour Antoine », dit Lucille d'une voix calme mais ferme. « Ça fait longtemps. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia-t-il. « Ton père m'a appelé il y a 2 mois, » répondit Lucille en marchant vers moi et en prenant ma main avec tendresse. Il m'a raconté ce qui se passait et nous préparons tout depuis. Mélanie retrouva enfin sa voix. Préparer quoi? C'est une sorte de vengeance tordue? Vous allez essayer de détruire notre vie pour une simple dispute familiale? Lucille la regarda avec une froideur qui aurait pu geler l'enfer. Madame, ce que vous avez fait subir à Jacques n'est pas une simple dispute familiale. C'est de la maltraitance systématique, de la manipulation psychologique et de l'exploitation économique d'une personne âgée vulnérable. Et dans ma fondation, nous nous consacrons spécifiquement à combattre ces cas.
Elle sortit son propre dossier de documents de son sac. Pendant les 8 dernières semaines, j'ai tout documenté. Les appels de Jacques, les enregistrements qu'il m'envoyait, les témoignages de voisins, les transactions bancaires qui montrent comment vous avez utilisé sa pension pour payer vos dettes pendant qu'il avait à peine de quoi acheter ses médicaments. Ce n'est pas vrai, cria Mélanie. Non? Lucille ouvrit le dossier. Voici le relevé de compte de Jacques. Ces 6 derniers mois, sa pension de 1 200 € mensuels a été transférée intégralement sur le compte joint de cette maison. Voici les factures de services. Électricité, eau, gaz, Internet. Toutes ont considérablement augmenté depuis son arrivée. Voici le relevé montrant que vous avez ajouté 3 abonnements de streaming et un abonnement à une salle de sport sur ce compte joint. Elle sortit un autre document. Et voici le crédit de 7 000 € que vous avez contracté à la banque en utilisant comme garantie le fait qu'une personne âgée contributrice vivait dans la maison. Antoine était blanc comme un linge. On avait besoin de cet argent pour maintenir votre train de vie que vous ne pouvez pas vous permettre, compléta Lucille. Pendant ce temps, Jacques achetait ses propres médicaments avec les quelques euros qui lui restaient de petits travaux qu'il faisait en cachette. Des travaux? Antoine me regarda. Papa, je ne savais pas que... Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé, dis-je d'une voix brisée. Tu ne t'es jamais intéressé à comment j'allais vraiment. Tout ce qui t'importait, c'était ce que tu pouvais obtenir de moi. Lucille continua, implacable. Mais ce n'est pas tout. Jacques, parle-leur de l'appartement. Je pris une profonde inspiration. C'était la partie que j'avais gardée secrète. Mon appartement, dis-je, n'est pas qu'un simple appartement. Il y a 15 ans, quand tu étais encore étudiant, le quartier où il se trouve a été déclaré patrimoine historique et a fait partie d'un projet de rénovation urbaine. La valeur des propriétés a été multipliée par 10. Je vis la compréhension et l'horreur naître dans les yeux de Mélanie. Cet appartement que vous vouliez que je mette à votre nom vaut actuellement 420 000 €. Et ce n'est pas tout. Il y a des années, je l'ai enregistré dans le cadre d'une SCI familiale qui génère des revenus locatifs de propriétés supplémentaires que j'ai achetés au fil du temps. Antoine était resté complètement immobile. Je ne savais pas. Non, tu ne savais pas. Parce que si tu avais su que j'avais de l'argent, c'est vrai que vous m'auriez traité différemment, n'est-ce pas? Ma voix était amère. Vous ne me vouliez pas, moi, Antoine. Vous vouliez ce que j'avais. Mélanie, dans une dernière tentative désespérée, changea complètement de tactique. Jacques, écoute. Sa voix devint douce, manipulatrice. Je crois qu'on s'est tous laissés emporter par les émotions. On peut oublier tout ça. On peut repartir à zéro. Moi, je reconnais que j'ai été dur avec toi, mais c'est parce que j'étais stressé par les dettes. Et... Ça suffit. Je l'interrompis. Plus de mensonges. Lucille fit un pas en avant. Jacques va venir vivre avec moi à Paris. J'ai une grande maison avec une chambre préparée pour lui. Il sera près des meilleurs médecins. Il aura son espace, sa dignité et surtout, il sera entouré de gens qui l'apprécient vraiment. Non! Antoine se leva d'un bond. Papa, tu ne peux pas partir. Tu es mon père. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? Les larmes coulaient sur mon visage. Tu as besoin de moi, Antoine, comme tu avais besoin de ta mère quand elle est morte et que je travaillais 18 heures par jour pour que rien ne te manque? Comme tu avais besoin de moi quand j'ai payé ton université, ta voiture, ton mariage? Ou tu as besoin de moi comme on a besoin d'un distributeur automatique? Je t'aime, papa. Je t'aime. S'il te plaît, ne me laisse pas. Pendant un moment, je vis l'enfant qu'il avait été. L'enfant qui pleurait dans mes bras après la mort de Claire. L'enfant qui me disait que j'étais son héros. Mais cet enfant était mort. Et à sa place se tenait un homme qui avait choisi une femme manipulatrice plutôt que son propre père. Antoine, dis-je d'une voix tremblante, peut-être qu'un jour, tu pourras comprendre le mal que tu m'as fait. Peut-être qu'un jour, quand tu auras tes propres enfants, tu comprendras ce que ça fait d'être trahi ainsi. Papa, s'il te plaît. Il tomba à genoux une nouvelle fois. Donne-moi une autre chance, je changerai. Mélanie et moi, on changera. Je regardais Mélanie. Elle ne suppliait pas. Elle calculait, pensait à son prochain coup.
et je sus que rien ne changerait jamais. Maître, dis-je, les documents sont prêts? Tous signés et certifiés, répondit Mercier. La plainte officielle pour maltraitance de personnes âgées sera déposée demain au commissariat. L'affaire sera instruite. Mais selon ce que nous avons convenu, si M. Antoine et Mme Mélanie signent les documents de cessation de contact et de renonciation à toute réclamation future, la plainte pourra être classée comme résolue par accord amiable. C'était ma dernière preuve de miséricorde. Je ne voulais pas détruire complètement mon fils, même s'il avait été prêt à le faire avec moi. Signez, dis-je. Signez, et tout s'arrête ici. Pas de prison, pas d'antécédents, mais plus de contact non plus. C'est fini. Et à ce moment-là, Antoine dut prendre la décision la plus difficile de sa vie. Antoine signa. Il le fit avec des mains qui tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir le stylo. Les larmes tombaient sur le papier, tachant sa signature. Mais il signa. Mélanie signa également, mais avec la mâchoire serrée et les yeux pleins de fureur contenue. Ce n'était pas du regret que je voyais sur son visage, c'était du ressentiment d'avoir perdu. Quand Maître Mercier eut fini de certifier tous les documents, il commença à les ranger méthodiquement dans sa mallette. « Monsieur Dubois, dit-il en s'adressant à moi, ces documents établissent qu'il n'y aura aucun contact entre les parties pour une période minimale de 2 ans. Après cette période, toute tentative de communication devra être autorisée par les 2 parties via une représentation légale. Êtes-vous d'accord ?» Je regardai Antoine une dernière fois. Il était assis sur le canapé, la tête entre les mains, sanglotant comme je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Une partie de moi voulait le consoler. Une partie de moi voulait lui dire que tout irait bien. Mais une autre partie, celle qui avait été blessée si profondément, savait que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de partir. J'avais besoin de guérir. « Je suis d'accord, » dis-je. Lucille me prit doucement le bras. « Tu veux récupérer tes affaires maintenant, ou tu préfères que je revienne demain avec quelqu'un pour t'aider ?»« Maintenant, » répondis-je. « Il n'y a pas grand-chose à emporter, juste des vêtements et quelques objets personnels. » Alors que je marchais vers ma chambre, j'entendis la voix brisée d'Antoine derrière moi. « Papa, papa, juste une chose, s'il te plaît. » Je m'arrêtai, mais ne me retournai pas. « Dis-moi, est-ce qu'il y a un moyen pour que tu puisses me pardonner un jour ?» Le silence s'étendit pendant plusieurs secondes. Finalement, je me retournai et le regardai. Vraiment le regardai. « Antoine, je t'ai déjà pardonné. C'est ce que font les pères. Mais pardonner ne signifie pas oublier. Et ça ne signifie pas permettre qu'on continue à te faire du mal. Alors, je ne te reverrai plus jamais ?» Sa voix était celle d'un enfant perdu. « Ça dépend de toi, » dis-je doucement. « Tu as 2 ans pour réfléchir à qui tu veux être. 2 ans pour décider si l'homme que tu es aujourd'hui est l'homme que tu veux continuer à être. Si après ce temps tu as vraiment changé, si tu as vraiment compris ce que tu as fait, alors on pourra parler. »« Je le ferai, » chuchota-t-il. « Je te le promets, je changerai. Je serai le fils que tu méritais d'avoir. » J'acquiesçai lentement, sans m'engager à rien. J'allai dans ma chambre et emballai le peu que j'avais. Des vêtements dans une valise, les photos de Claire dans un carton, la montre de mon père que j'avais offerte à Antoine pour sa remise de diplôme. Il me l'avait rendue il y a quelques mois en disant qu'il avait besoin d'une montre plus moderne. Quelques livres, mes médicaments. Toute une vie réduite à 2 valises et un carton. Quand je sortis, Mélanie avait disparu dans la chambre conjugale, probablement déjà en train de planifier sa prochaine stratégie, sa prochaine victime. Certaines personnes ne changent jamais. Antoine était toujours sur le canapé, immobile, regardant dans le vide. « Antoine ?» dis-je. Il leva les yeux gonflés. « Prends soin de ta femme, résous tes dettes, construis ta vie, mais fais-le avec honnêteté et travail acharné, pas aux dépens des autres. »« Oui, papa, » dit-il d'une voix rauque. « Et encore une chose, » ajoutai-je. « Quand tu auras des enfants un jour, souviens-toi de cette nuit. Souviens-toi de ce que c'est que trahir quelqu'un qui t'aime inconditionnellement, et ne leur fais jamais, jamais ce que tu m'as fait. » Il acquiesça, incapable de parler. Lucille, Maître Mercier et moi sortîmes de cette maison.
La porte se referma derrière nous avec un son définitif, comme la fin d'un chapitre. 3 mois plus tard, Paris m'accueillit comme une étreinte chaleureuse dont je ne savais pas que j'avais besoin. La maison de Lucille était magnifique, pleine de lumière et de plantes. Ma chambre donnait sur un petit jardin où je m'asseyais chaque matin pour prendre mon café et lire le journal. Il y avait la paix, il y avait le silence, il y avait la dignité. Lucille s'avéra être une compagnie merveilleuse. Nous cuisinions ensemble, nous regardions des films, nous parlions de Claire et du bon vieux temps. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un fardeau. Elle m'a fait sentir comme de la famille. Elle m'a également impliqué dans sa fondation. J'ai commencé à donner des conférences à d'autres personnes âgées sur les droits légaux, sur comment se protéger de l'exploitation. Mon histoire, bien que douloureuse, servait à aider les autres. Et j'ai découvert quelque chose de surprenant. À 66 ans, ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. J'avais encore beaucoup à donner. Mon appartement, je l'ai transformé en espace de location pour des étudiants universitaires en difficulté économique. 3 jeunes y vivent maintenant, payant un loyer symbolique, me rappelant un peu ce qu'Antoine avait été autrefois. Un jour, 2 mois après cette nuit-là, j'ai reçu une enveloppe en recommandé. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main. Je l'ai reconnue immédiatement. C'était l'écriture d'Antoine. « Papa, je n'attends pas que tu lises ceci, et encore moins que tu répondes. J'ai juste besoin que tu saches certaines choses. Mélanie et moi, nous sommes séparés. Je me suis rendu compte trop tard, peut-être, que tu avais raison sur elle, sur nous, sur tout. J'ai vendu la maison, payé toutes les dettes. Maintenant, je vis dans un petit appartement et je travaille à 2 emplois pour subvenir à mes besoins. Et tu sais ce qui est étrange? Pour la première fois depuis des années, je peux dormir tranquille. Je vais en thérapie. Le thérapeute dit que j'ai beaucoup à traiter concernant la perte de maman, la pression de réussir, la culpabilité. Il dit que j'ai blessé la seule personne qui m'a toujours aimé inconditionnellement parce que c'était plus facile que d'affronter mes propres échecs. Il a raison. Je ne te demande pas pardon. Pas encore. Parce que j'ai d'abord besoin de me pardonner moi-même. J'ai besoin de devenir quelqu'un qui mérite ton pardon. Je voulais juste que tu saches que j'essaie, que chaque jour je me lève et je choisis d'être un peu meilleur que la veille. Et que tu me manques. Mon Dieu, comme tu me manques. Avec amour et regret, Antoine. Je lus la lettre 3 fois, sentant les larmes couler sur mes joues. Lucille entra dans le jardin avec 2 tasses de café. « De mauvaises nouvelles ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Non, » dis-je en souriant à travers mes larmes. « Je crois que ce sont de bonnes nouvelles, ou au moins le début de quelque chose de bien. » Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas encore. Les 2 ans de distance étaient là pour une raison. Mais je l'ai gardée dans une boîte spéciale, à côté des photos de Claire et de la montre de mon père. Parce qu'un jour, quand le bon moment viendrait, peut-être que nous pourrions essayer de reconstruire ce qui avait été brisé. Ou peut-être pas. Et les 2 options étaient acceptables. Parce que j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. L'amour ne signifie pas permettre qu'on te détruise. L'amour signifie aussi s'aimer soi-même suffisamment pour s'éloigner de ceux qui te font du mal. Et parfois, la distance est le seul chemin vers la guérison. Aujourd'hui, 1 an après cette nuit-là, je suis assis dans le jardin de Lucille, en prenant mon café matinal, regardant le soleil illuminer les fleurs que j'ai plantées il y a quelques mois. J'ai 67 ans. J'ai la santé. J'ai la paix. J'ai un but. Et j'ai la certitude que j'ai fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas ce qui arrivera avec Antoine. Je ne sais pas si un jour nous nous réconcilierons complètement. Je ne sais pas s'il changera vraiment ou s'il dit juste ce qu'il pense que je veux entendre. Mais je sais ceci. J'ai survécu. Non seulement j'ai survécu, j'ai prospéré. Et c'est ça, la vraie victoire. Si cette histoire t'a ému, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et dis-moi dans les commentaires, as-tu déjà dû prendre une décision difficile avec ta famille? Parfois, s'aimer soi-même est l'acte le plus courageux que nous puissions faire. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne.
C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.